Bonjour Maud. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que ce serait ? J'ai envie de partager un peu mon parcours, je pense qu'il peut en inspirer certains et certaines. Moi, je viens d'un tout petit village dans le sud-ouest de la France, à côté de Cognac. Je viens de grands-parents agriculteurs et agricultrices, donc vraiment dans le monde français, terroir. Et c'est vrai que très jeune, j'ai eu envie de m'émanciper. Et la première chose que j'ai trouvée, c'était m'émanciper grâce au voyage. Et donc c'est vrai, très jeune, j'ai monté des projets en fait, de financement pour m'aider à réaliser un de mes rêves qui était de partir aux États-Unis. J'avais un anglais qui était vraiment nul, je pense comme pas mal de jeunes de 18 ans. Et donc je suis partie 6 mois faire un stage de découverte pour apprendre l'anglais, mais aussi pour me mettre dans un métier. Et donc j'ai nourri des singes en fin de vie aux zoos de Miami, ce qui m'a permis, d'apprendre l'anglais, d'avoir confiance en moi sur oui, je suis capable de faire quelque chose de bien, et de 3, de vraiment m'ouvrir au monde et de me dire qu'il y avait autre chose que ma campagne natale à Cognac. Et donc, grâce à ce voyage-là, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui m'a ouverte en tout cas des portes. J'ai dû en tout cas faire face à l'absence de réseau, puisque quand on vient comme ça de grands-parents agriculteurs, on n'a pas forcément un réseau business que d'autres enfants peuvent avoir. Donc j'ai vraiment dû mettre beaucoup d'efforts en tout cas dans cette réalisation-là. Et après, tout au long de mes études, j'ai vraiment joué entre le voyage. Donc j'ai profité de tous les schémas européens qui existent en France, et c'est une vraie chance. Donc Erasmus, le service européen volontaire, le VIE, les stages à l'étranger, tout en m'auto-finançant grâce à des prêts bancaires que j'ai après remboursés dans mes premières années de salariat. Et ça m'a vraiment permis de trouver ma voie. À la base, je voulais faire moi de l'humanitaire, mais voilà, pour X ou Y raison, voilà, mon master s'est pas fait, et donc je suis venue dans le monde des RH, et j'ai mis mon premier pas en tout cas après dans ce beau monde-là, grâce au recrutement, et après dans les ressources humaines avec des startups françaises. Ok. Est-ce que tu penses que tous ces voyages t'ont changé du coup d'état d'esprit, et est-ce que ça a impacté ta pratique professionnelle en tant que RH ? Exactement, en fait, ça m'a ouvert au monde d'une façon incroyable parce que voilà, je viens d'un environnement blanc, catholique. Dans mon école, dans mon lycée, il y avait 1 ou 2 personnes qui représentaient la diversité. Donc c'est vrai que c'était un milieu quand même assez pauvre en termes de diversité, et d'avoir donc été aux États-Unis. En plus, j'étais dans une famille accueil péruvienne, donc j'ai embrassé en fait une nouvelle culture d'Amérique latine. Ça a été vraiment magique pour moi. Ça m'a vraiment ouvert à un monde que je croyais inaccessible, et ça m'a donné la force, en tout cas, dans mon quotidien, de voir aussi, quand je regarde des CV, quand je parle avec des personnes, d'avoir ce côté vraiment ouvert, humain, que peut-être d'autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de partir comme ça dans les 4 coins du monde à l'étranger. Ok, super. Non, en fait, moi, je ne base pas la réflexion, en tout cas, d'un emploi, en fait, selon qui tu es. C'est plutôt, voilà, qu'est-ce que tu sais faire, ce qui va m'intéresser, que tu viennes, je ne sais pas, moi, des pays du Sud, du Nord, peu m'importe. Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu es capable de faire le job qu'on te demande. Et je pense que ça m'a vraiment permis, voilà, peu importe ton nom de famille, peu importe ta couleur de peau, ce qui m'importe, c'est voilà, est-ce que tu vas être capable de faire ce métier qu'on va te donner. Ouais. Ok, super. S'il y avait 3 choses essentielles que tu as retenues de tes voyages ou qui t'ont fait grandir, ce serait quoi ? Je pense que c'est déjà avoir confiance en moi. Je suis partie, j'étais la première de ma famille à traverser l'Atlantique, prendre l'avion 10 heures pour te dire que ma mère ne voulait pas que je parte. Ça a été très dur pour elle, voilà, je pensais que j'allais disparaître. Voilà. Et donc c'est vrai d'être partie comme ça à l'aventure, donc ça a été voilà, d'être forte, d'avoir confiance en moi et de croire en moi. Et que j'y suis arrivée, donc d'être capable d'un milieu, on va dire, ouvrier, agriculteur, d'être capable d'aller aux États-Unis et de vivre ce rêve un peu américain. La deuxième chose, ça a été vraiment
de vraiment me connaître. Voilà, quand on a 18-20 ans, on ne sait pas bien qui on est encore. Et moi, ça m'a permis, je me suis rendu compte que j'aimais énormément être avec les gens, j'avais vraiment ce côté social, d'aide, d'entraide, et c'est ce qui me définit aussi aujourd'hui. J'aime donner plus que recevoir. Et le troisième point, c'est que tout est possible en fait. Que si on a la détermination, si on croit en soi, on peut y arriver. Okay, et j'en suis la preuve vivante. Clairement. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce que le personal branding pour toi ? Pour moi, le personal branding, c'est vraiment se créer en fait une réputation sur Internet. C'est aussi simple que ça. C'est créer une marque personnelle pour son propre compte à soi. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec des grandes marques qui utilisent du coup ces techniques de marketing, et est-ce qu'on pourrait les dupliquer ? Oui, par exemple, tu vois, on connaît tous Apple. Steve Jobs, c'était un fondateur et un CEO qui a utilisé sa marque personnelle, quelqu'un d'inspirant, il avait son style propre à lui. Et donc, grâce à lui, on a connu aussi Apple, son produit, ce qu'il faisait. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui s'utilisent en fait, eux-mêmes pour, en tout cas, marketer et faire profiter en tout cas leurs produits et leurs services. D'accord. Donc, personal branding, se considérer comme un service à part entière ou un produit à part entière et travailler à s'exposer, à communiquer de la meilleure manière sur ce que l'on sait faire et sur qui on est en fait finalement, c'est ça ? Exactement. Sur sa personnalité. Exactement, c'est vraiment son savoir-être et son savoir-faire. C'est vraiment en fait de un peu proposer au monde qui on est, voilà, ce savoir-être, sa personnalité, son style, ses traits de caractère, ses traits physiques aussi, pour en fait pour sa marque ou pour son produit ou même pour trouver un emploi, pour vraiment l'objectif en fait qu'on s'est donné. On peut vraiment en fait se rendre en tout cas remarquable grâce au personal branding. Ok. Ça veut dire faire de sa particularité sa force, est-ce qu'on pourrait dire ça ? On peut dire ça en effet, il y a certaines influenceuses comme Léna Situation que je trouve assez inspirante pour, je crois qu'elle a 21-22 ans, elle a vraiment créé grâce à ses blogs notamment ou les blogs de doute, elle a vraiment créé en fait une communauté autour d'elle et aujourd'hui elle a lancé l'hôtel Mafouf cet été qui a extrêmement bien marché, elle a écrit son livre qui a fait des centaines de milliers de ventes et donc c'est vraiment l'exemple en fait en tout cas aujourd'hui de personal branding. Alors à quoi ça sert d'après toi le personal branding ? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend de l'objectif. Par exemple, si je recherche un emploi, ça peut servir à trouver ou se faire remarquer par un recruteur ou une recruteuse. Tout simplement, par exemple, si on cible bien son industrie, si on cible bien la personne que l'on veut cibler, ça va être de commenter potentiellement des posts de personnes influentes dans le secteur. Ça peut être d'aller se connecter en tout cas et faire grandir en tout cas son réseau sur Internet pour pouvoir se connecter à plus de monde possible. Et grâce à ces actions-là, en commentant selon les débats, en se faisant remarquer, on va pouvoir attirer l'œil en tout cas de la recruteuse ou du recruteur et donc se faire remarquer et commencer à discuter sur un potentiel emploi. Et donc ça peut être, je trouve que c'est quelque chose qui est encore sous-estimé aujourd'hui par les donneurs de compétences. Plus que des chercheurs d'emploi, mais plutôt ces donneurs de compétences, c'est encore vraiment sous-estimé. Donc il faut vraiment, ça peut être aussi mettre son portfolio si on est dans le design ou des exemples en tout cas de travaux qu'on a pu faire sur Internet. Si c'est vraiment plutôt pour lancer son produit, lancer sa marque, c'est vraiment écrire sur les valeurs que l'on défend. Ça peut être sur des bonnes pratiques dans le secteur. Donc vraiment en fait proposer ces services autrement que appuyer sur le bouton pour acheter quelque chose. Donc là c'est vraiment parler, créer du contenu qui derrière va permettre que la cible ou l'audience achète son service ou son produit. D'accord. Maud, je pense que tu as un exemple parfait de personal branding.
Alors, si je ne me trompe pas, 10 ans d'expertise, 1 million de vues sur LinkedIn par mois, Top Voice LinkedIn Emploi, rôle modèle LGBT, 2 sociétés ouvertes, des productions en termes de contenu sur LinkedIn 4 fois par mois et 42 000 abonnés. Abonnés, oui, c'est ça, sur LinkedIn. Oui. Tu as démarré, tu ne connaissais pas grand monde, c'est ce que tu dis, tu as créé 2 sociétés. Est-ce que tu peux nous donner les règles qui ont fonctionné pour toi ? Oui, donc c'est vrai que comme j'ai dit, je viens vraiment d'un milieu où le business n'était pas du tout la langue parlée. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup, en plus j'ai fait une formation en ressources humaines, donc c'est très spécifique. On n'apprend pas forcément le business en ressources humaines et autres, et je pense que c'est dommage, mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais donc comment ça s'est passé ? C'est vraiment en fait l'auto-apprentissage. Donc j'ai regardé, tu vois, beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai rencontré beaucoup de monde aussi, donc j'ai beaucoup networké pour rentrer dans ce monde de l'entrepreneuriat, rencontrer aussi des gens comme moi qui se lancent et on s'est vraiment entraidés. Donc moi j'ai démarré, mon premier business c'était à Londres, donc il y avait un réseau de Français très très fort et on s'est vraiment entraidés sur comment créer un site internet, puisque donc moi j'ai lancé ma première boîte, c'était il y a maintenant en 2015, donc tout ce qu'on appelle le no-code aujourd'hui, où on peut créer facilement en tout cas un site internet, ça n'existait pas à l'époque, il y avait plutôt WordPress, mais moi j'avais vraiment fait mon site en dur avec un développeur que je ne referai pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est apprendre un peu ces codes business, et ça c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment s'entourer en fait, dès le début, s'entourer de personnes qui soit ont déjà réussi ou qui sont aussi en lancement parce qu'on va aller vers les mêmes problématiques et donc s'entraider c'est vraiment important. Et donc c'est vrai que j'ai lancé ce premier business, ça a très bien marché pour moi en tout cas, donc ça s'appelle internshipmapper.com qui mettait en relation donc, des étudiants avec des entreprises à l'international, parce que moi c'était quelque chose dont j'avais beaucoup souffert à l'époque avec ce manque de réseau. J'avais envie de créer cette plateforme pour donner la chance à des jeunes rapidement de se connecter avec des entreprises à l'international. Ça a très bien marché pendant 2 ans. Et après, là, il y a 1 an, je me suis mis à mon compte aussi pour donc aider les startups dans leur développement RH et recrutement. Je connaissais rien à LinkedIn, je connaissais rien aux réseaux sociaux. Et donc c'est pareil, il faut se lancer, faire des formations et puis essayer. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est vraiment de se dire... il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec qui je parle, ils ont peur de se mettre en avant. Je pense que c'est un peu le syndrome de l'imposteur qui apparaît. Mais et voilà, c'est vraiment se lancer et se dire que de toute façon, on n'a rien à... Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? Rien, puisque voilà, on devient visible. Et c'est très bénéfique pour soi et son business. Ouais. Ok. Très bien. Alors, de ce que je retiens de ton discours et sur lesquels j'aimerais bien qu'on revienne, c'est déjà essayer, même si on n'a pas de connaissances, oser prendre le risque de se confronter à quelque chose de nouveau. Le deuxième point, c'est s'entourer et s'entourer des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ça peut être des personnes qui vont avancer dans la même direction que toi ou des personnes qui ont déjà un niveau d'expertise dans un domaine spécifique et qui vont du coup alimenter tes recherches et ton avancée. Troisième point, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une question aussi de cible ? Est-ce que c'est important de cibler notre public et nos priorités, en tout cas dans notre communication, pour savoir quels sujets traiter, comment les adresser ? Je pense qu'avant, peut-être, il y a l'auto-formation et je pense que ça, c'est important. C'est, par exemple, si on veut lancer un site d'e-commerce ou on veut lancer une agence, je ne sais pas moi, autre, c'est vraiment s'auto-former sur... les pratiques de son secteur. Et en effet, après, c'est plutôt le comment et donc réfléchir à sa stratégie, identifier son audience, sa cible, sa différenciation, c'est-à-dire faire une étude de marché et essayer de trouver comment toi tu peux te différencier en fait que ton concurrent et faire en sorte que ton audience puisse te différencier rapidement et en tout cas se reconnaître aussi en toi. Ça, je pense que c'est vraiment la clé. C'est pas faire un répliquer, un copier-coller de ce qui existe déjà. C'est se servir de ça et l'approprier avec son savoir-être et son savoir-faire. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Et après, se lancer et
faire la stratégie des petits pas, donc se mettre des objectifs mensuels, avoir un objectif long terme, mais surtout avoir des objectifs aussi mensuels pour en tout cas se donner de la force et voir en tout cas ses réussites. Oui, alors quand je suis nouvelle entrante sur le marché du travail et que je dois me saisir de cette question du personal branding, on a beaucoup parlé de LinkedIn, c'est la plateforme quand même essentielle pour venir montrer son travail ou ses qualités. Quels sont les endroits clés sur le profil LinkedIn qui, selon toi, sont essentiels et qui doivent être travaillés par un candidat? En effet, LinkedIn, c'est une bonne plateforme en tout cas pour se connecter avec le monde professionnel. Mais peut-être que pour certains secteurs, ce n'est pas forcément le meilleur réseau social. Mais si on parle vraiment de LinkedIn, donc vraiment les points importants, en tout cas, le premier, c'est vraiment de peaufiner son profil LinkedIn. Je pense que ça, c'est avant tout la première tâche qu'il faut se mettre dans sa to-do list. Donc, c'est d'avoir une photo professionnelle, attrayante, visible, une bannière aussi qui soit agréable et reconnaissable. Sa tagline, donc ce qu'on appelle la tagline, c'est un peu la phrase en dessous de son nom et son prénom pour vraiment que la personne, tout de suite, quand elle clique sur votre profil, elle comprenne en 2-3 mots ou en une phrase ce que vous faites ou ce que vous recherchez. Va y avoir aussi donc, la partie info où là, ça va être vraiment un texte. Donc c'est là où on peut utiliser un peu les techniques de storytelling pour en tout cas faire en sorte que le lecteur lit jusqu'à la fin et vous puissiez en tout cas expliquer votre objectif et pourquoi en tout cas la personne doit s'arrêter sur votre profil pour vous connaître un peu mieux. Et après, il va y avoir la partie expérience, où là, qui va être vraiment cruciale pour les mots-clés, où voilà, il va falloir en tout cas bien réfléchir aux tâches et aux accomplissements sur ces différentes expériences pour se mettre en valeur. Nous, recruteurs et recruteuses, on a un espace particulier sur LinkedIn. Je voulais aussi t'en parler. C'est en fait LinkedIn, c'est aussi une plateforme de recrutement. Donc nous, on a un espace vraiment caché où on peut, avec des mots-clés, avec des filtres, rapidement trouver en tout cas les personnes qui vont correspondre à la recherche ou au poste que l'on recherche tout simplement. Et donc cette partie mots-clés est vraiment importante, la localisation, le nombre d'années d'expérience. Donc c'est vraiment important de bien peaufiner ce profil LinkedIn de A à Z. D'accord, donc ça veut dire que par exemple, il se peut que sur mon profil, j'ai mis mes compétences sous une forme qui n'est pas celle qui est reconnue par l'algorithme de LinkedIn. Et donc, tu ne peux pas me trouver en fait. Donc, il y a tout un travail à faire en tant que candidat pour aller chercher les appellations officielles, les compétences clés qu'on retrouve notamment sur la fiche ROM Pôle emploi. Retrouver les compétences spécifiques, leurs appellations et les traduire du coup, enfin traduire nos compétences telles qu'elles sont en compétences officielles du répertoire, c'est ça. Voilà, et ça, je pense que voilà, si on est notamment développeur, ce qui va être important, ça va être les langages de programmation. Si on est par exemple, je ne sais pas, dans le recrutement, ça va être vraiment des mots-clés, des verbes d'action qu'on va pouvoir en tout cas retrouver facilement sur LinkedIn. La localisation, très importante. Voilà, le job title, le titre d'emploi aussi. Donc il faut vraiment regarder un peu sur LinkedIn ou sur d'autres sites pour bien en tout cas définir ces informations. Donc le langage professionnel, les codes professionnels dans leur ensemble. Voilà, si votre objectif c'est vraiment de trouver un job grâce à LinkedIn. On avait évoqué aussi le fait qu'il faille s'investir sur les commentaires et de la bonne façon aussi. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, c'est vrai que je trouve que c'est super en tout cas pour trouver un emploi qui vont en tout cas commenter en tout cas des posts LinkedIn et je trouve que c'est un super moyen en tout cas de se faire remarquer auprès de son futur employeur. Donc c'est vraiment soit via des posts de l'entreprise ou soit des posts de personnes de l'entreprise, de commenter, donc de débattre, donc positivement, c'est ce qu'on disait, de façon vraiment positive et constructive. Et c'est vrai que si on cherche le clash, voilà, ça ne va pas forcément donner peut-être l'atout que vous avez envie de partager pour trouver cet emploi-là, mais en effet, c'est un super moyen en tout cas de se faire remarquer par
par l'œil en tout cas du recruteur ou de la recruteuse. Ouais. D'accord, donc c'est un moyen d'entrée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut prendre contact directement avec les personnes? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Exactement, tu peux vraiment, et en fait la force de LinkedIn c'est le réseau. Donc plus tu as un réseau qui est fort, plus en fait tu vas pouvoir aller te connecter avec un plus grand nombre de personnes. Donc c'est vrai que la première chose quand on démarre sur LinkedIn, c'est vraiment de rajouter en fait, de se connecter avec des gens de son réseau. Donc ça peut être des anciens camarades, ça peut être des collègues, des amis, ou ça peut être vraiment des personnes de l'entreprise que l'on a ciblées pour se faire connaître et ouvrir en tout cas son réseau. Donc ça c'est vraiment la première chose. Et en effet, se connecter avec ces personnes-là, donc avoir, voilà, il y a 300 mots, donc il faut être assez succinct et de façon assez pertinente pour en tout cas se connecter. C'est pas juste dire bonjour, je m'appelle Maud, je cherche un emploi. C'est vraiment trouver en tout cas un lien avec la personne. C'est plutôt dire voilà bonjour, je m'appelle Maud. Je suis tombée sur votre parcours professionnel que je trouve vraiment inspirant. Je me suis renseignée sur cette entreprise-là et elle correspond à mes valeurs. Est-ce que vous avez 15 minutes pour en discuter si vous avez une opportunité pour moi? Okay. Et voilà, et je pense que ça c'est vraiment important. C'est comme un peu dans la rue. LinkedIn, c'est de se dire, on va pas aborder comme ça quelqu'un dans la rue en disant je veux un emploi. Il faut d'abord se présenter, il faut d'abord se faire connaître pour décrocher en tout cas un appel ou avoir en tout cas un premier contact avec la personne. D'accord. Est-ce qu'on est dans une stratégie de demande uniquement quand on a un besoin ou est-ce qu'on est plutôt dans une stratégie de partage même sans retour ou de prise de contact même sans retour? Exactement, c'est plutôt le deuxième, c'est vraiment le partage. Si on vient et on dit à tout le monde je cherche un emploi, ça va peut-être freiner, alors que plutôt partager son savoir-faire, sa personnalité, son savoir-être, plus que je cherche un emploi, il y aura de meilleurs résultats en tout cas en partageant des avis, en partageant, en se connectant, en se faisant connaître et in fine connaître les personnes et réaliser en tout cas son objectif qui est de trouver un emploi. Oui. D'accord. J'ai tendance à expliquer lors de mes programmes de formation que, alors sur un autre parallèle, mais sur la communication verbale et non verbale, mais je pense qu'on peut le faire avec LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, ce serait vraiment comme une vitrine. La vitrine d'un magasin, donc on serait notre propre magasin et en fait ce serait de quelle manière tu mets en valeur les produits, de quelle manière tu donnes envie, on est tous passés devant des boutiques qui sentent très très bon et ça nous donne envie de rentrer, quand l'éclairage est bien mis sur les produits, quand il y a un effort de fait, automatiquement on veut en savoir plus, on veut ne serait-ce que vivre l'expérience de rentrer dans cette boutique pour se faire une idée. Est-ce que tu penses qu'on est un peu sur le même registre? C'est exactement ça, exactement, c'est vraiment ça et même sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment en fait se mettre en avant, se faire remarquer d'une autre façon que dire voilà je cherche un job. Des fois moi je reçois des messages c'est bonjour je cherche un job. Mais en fait moi en tant que recruteuse ça me donne pas forcément envie d'aller plus loin avec la personne qu'une personne qui a commenté certains de mes posts ou qui s'est renseignée sur l'entreprise ou qui a fait des efforts en fait supplémentaires pour se faire remarquer. Et donc c'est vraiment cette métaphore que tu indiques très bien, c'est vraiment c'est LinkedIn, c'est vraiment son magasin à soi et c'est comment on veut. En plus ça peut être un magasin très créatif puisque tu peux faire une photo qui est très sympa, une bannière, tu peux vraiment en fait, et c'est ça en fait la force de LinkedIn par rapport à un réseau comme Instagram ou YouTube, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits et il y a beaucoup en fait d'éléments qui vont nous permettre de se faire remarquer par l'autre. On peut démarrer de rien sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité de montrer qu'on est dans une posture proactive et pas du tout dans l'attente d'une proposition ou autre. Là, on est vraiment en train de créer, de montrer, de créer notre portfolio, quel que soit notre domaine d'activité et de présenter au monde ce qu'on est, ce qu'on sait faire et comment on agit. Donc, est-ce que toi, tu vas plutôt favoriser un profil qui a beaucoup d'abonnés, qui a beaucoup d'abonnés, beaucoup de contenu, ou est-ce que tu peux aussi regarder un profil qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui ne s'est pas connecté encore à grand monde, mais qui fait beaucoup sur son profil, qui s'investit, qui essaye des choses, qui se trompe peut-être, mais qui réessaye derrière. Est-ce que ça te dit quelque chose de la personnalité du candidat ou de la candidate? Je pense que c'est vraiment une histoire de mindset.
Il faut que la personne se dise qu'elle n'est plus chercheur ou chercheuse d'emploi, elle est vraiment donneur ou donneuse de compétences. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la compétence. C'est ce pourquoi, en fait, tu vas nous rassurer parce qu'on sait que tu vas bien faire le travail de l'entreprise. Donc moi, en fait, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu vas être capable de faire le job pour lequel je recrute. Et ça, en fait, comment tu peux le faire? C'est de le mettre dans les expériences, les mots-clés, dans la partie info, raconter ton histoire, ta passion, pourquoi ce métier. C'est plutôt cette partie-là qui va nous intéresser. C'est vraiment le contenu, en fait, plus que, en tout cas, le nombre d'abonnés. Si, en effet, tu as commenté des posts, c'est toujours un super plus. Mais vraiment, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment la partie compétence, le savoir-faire, plus que le paraître. D'accord. Alors, moi, j'ai un petit cas d'école. Ouais. Je travaille beaucoup avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi, Ouais. qui n'ont, pour certaines, jamais travaillé ou qui sont en remobilisation, donc qui ont un gros trou dans leur parcours. Ouais. Je travaille avec elles pour faire en sorte qu'elles viennent sur LinkedIn, pour qu'elles s'approprient une nouvelle identité de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et on est toujours face à ce problème qui pour moi n'est pas un problème, mais je n'ai rien à raconter en fait, je n'ai rien à dire sur moi, je n'ai pas d'expérience significative. Comment je peux faire pour me faire une place sur LinkedIn et être audible tout simplement? Est-ce que tu aurais des éléments de réponse? Pour moi, alors, je trouve que chaque personne a quelque chose à dire parce que chacun et chacune a son parcours et son expérience. Et déjà raconter en fait comment on en est arrivé là, c'est déjà une histoire à raconter. Ça peut être, et l'objectif c'est vraiment repenser son parcours de vie, repenser les points qui ont été forts en fait. Et ça peut être dans la jeunesse, ça peut être une passion, ça peut être d'autres choses, des voyages ou autres qui nous ont forgé qui on est ou des expériences de vie que l'on peut partager. Et en fait, c'est ça, LinkedIn, c'est pas juste se dire c'est un réseau professionnel, mais c'est aussi un réseau pour partager, inspirer, divertir en fait son audience. Et donc l'objectif, c'est vraiment repenser son parcours de vie, repenser les points forts de sa vie, créer en fait un storytelling, et trouver les valeurs qui sont importantes et discuter de cette partie-là, trouver ses compétences, ses expertises et en faire profiter en fait le réseau. Et donc des personnes qui sont éloignées du parcours de l'emploi ont des choses à raconter sur les difficultés, sur l'espoir, ce renouveau dans leur vie. Et je pense que rien de parler de ça, c'est déjà un message puissant et elles se feront énormément remarquer. Et je n'ai pas de nom précis, mais on voit beaucoup de personnes en reconversion sur LinkedIn qui partagent en tout cas leur savoir-faire, leurs émotions, et je trouve que c'est chouette. Ok. Si on devait résumer quelques tips que tu donnerais sur une belle ascension sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, quelles sont les bonnes pratiques? Alors vraiment les bonnes pratiques, donc c'est déjà définir son audience, donc définir à qui on a envie de parler. Je pense que ça c'est vraiment clé. Définir aussi son style de communication. Est-ce qu'on va être plutôt clivant ou clivante? Est-ce qu'on va être plutôt dans le compromis? Est-ce qu'on va être abrupt dans notre façon de parler? Est-ce qu'on va être plutôt doux? Et donc voilà, c'est bien définir en tout cas son style de communication. C'est vraiment d'apprendre, il y a une façon d'écrire sur LinkedIn aussi, et c'est souvent des méthodologies en tout cas d'écriture avec la méthode AIDA, et donc attention, intérêt, désir et action. Et donc voilà, c'est vraiment se former un petit peu à l'écriture un petit peu à la LinkedIn, regarder des profils qui marchent bien, qui sont assez influents sur le réseau, et puis définir en fait son contenu, de quoi on va parler. Donc définir 2 ou 3 sujets sur lesquels on se sent à l'aise, soit inspirationnel sur notre vie, soit sur du divertissement, donc parler notamment d'actualité ou autre, ou soit d'éducation, où là on va être plutôt dans le partage de bonnes pratiques, de choses qu'on a bien réussi dans le passé et qu'on a envie de faire partager à l'autre. Et après se lancer dans l'écriture.
Ce qui est important, c'est que LinkedIn, c'est vraiment collectif. C'est-à-dire que ce serait intéressant aussi de discuter avec des personnes qui se lancent aussi sur la plateforme. Moi, c'est ce qui s'est passé. On était un groupe où on s'est lancé en même temps. Et ça nous a permis de se donner de la force, de commenter, de liker en tout cas nos commentaires pour faire en sorte que l'algorithme de LinkedIn puisse être bienveillant en tout cas avec nos posts. Et c'est vrai que c'est vraiment collectif. Donc moi aussi, je conseille, c'est créer un petit groupe. En tout cas sur LinkedIn pour se donner de la force. Merci. Les erreurs à éviter, ce serait quoi ? Je pense que les erreurs à éviter, c'est d'être parfois un peu trop clivant. Voilà, il faut l'assumer. Après, si vous l'assumez, c'est fort. C'est de faire, voilà, par exemple, des partages de posts et pas bien référencés par LinkedIn, ou c'est juste écrire une phrase sur LinkedIn un peu pas du tout réfléchie. Ça peut être d'avoir vraiment pas de photos. Pas d'informations dans la partie expérience, voilà, un profil qui est incomplet. Je pense que ça, c'est un peu les erreurs en tout cas à éviter, de taguer trop de monde dans les posts. Des fois, voilà, je vois des posts, il y a 15 personnes qui sont taguées. Voilà, et donc il faut en tout cas éviter tout ça. Ouais. D'accord, donc on cible bien, on organise notre profil. C'est ça. On organise aussi les sujets que l'on veut traiter pour pouvoir cibler notre audience et être identifié aussi sur ces sujets. Et après, a priori, on devient Top Voice LinkedIn, voilà. C'est ça ? Voilà, suivre les entreprises qui nous intéressent, suivre les influenceurs qui réussissent et s'inspirer d'eux et d'elles. Je pense que ça, c'est vraiment important. Moi, je me suis beaucoup inspirée de certaines personnes et donc ça nous donne en tout cas de la force et voilà. Et potentiellement faire des milliers d'impressions par mois. Mais ça prend du temps, donc il faut être patient et il faut être persistant aussi. Ouais. Ok. S'il y avait 2 profils que tu pouvais citer dans les personnes qui t'ont inspiré sur la plateforme. Donc il y a Nina Ramen, qui, je ne sais pas si copywriting, qui était une des premières aussi à se lancer sur la plateforme et former en tout cas cette nouvelle génération de copywriters et d'entrepreneurs. Elle a un profil qui vraiment sort du lot et je trouve que c'est vraiment intéressant pour tout le monde en tout cas de la suivre. Et moi j'aimerais bien aussi partager, donc c'est Laura Pedro qui est dans le recrutement et dans les RH, qui est partie de rien et qui a aussi comme ça créé une belle communauté autour d'elle avec du contenu différenciant. Et je trouve que c'est une belle success story aussi sur LinkedIn dans le monde du recrutement et des RH. Ouais. Ok, très bien. Écoute, merci à toi Maud. Merci Leïla. Et à bientôt. À très vite.